intention et action sont liées, à mon avis. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de créer des expériences comme l'Ange Gardien. C'est pour ça qu'on a besoin de créer des nouveaux médias qui permettent justement d'articuler par l'action cette intention d'un futur désirable, collectif, optimal, si tu veux, et harmonieux. Bonjour chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que l'année 2026 commence en beauté de votre côté. Avant de commencer l'entretien qui va suivre, nous rappelons que le magazine Nexus est un magazine 100% indépendant, sans pub, que vous pouvez trouver en kiosque et en ligne et que seuls vous, lecteurs, nous permettez de vous proposer des vidéos. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, en présence de Sylvie Gaujard, rédactrice en chef de Nexus, d'accueillir Romuald Leterrier. Bonjour Romuald. Bonjour Estelle, bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette émission pour Nexus. C'est un magazine que je suis depuis de nombreuses années. Et je vous félicite d'ailleurs pour votre engagement. J'en profite là de pouvoir le faire et aussi pour les lecteurs, de pouvoir nous proposer une vision du monde différente, alternative, sur laquelle on peut réfléchir, on peut s'engager, on peut faire plein de choses. Alors tu aurais dû normalement participer à Nexus refait le mag, notre première que nous avons tournée avec Sylvie pour présenter le numéro 162 de janvier et février que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous remontre. Et finalement, il y a eu des soucis techniques, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo sur la thématique de l'article que tu vas nous présenter, Sylvie? Oui, alors donc il s'agit d'une interview de Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson par Jessica Baucher. Voilà. Autour de ce dernier livre qu'ils ont écrit ensemble et qui s'appelle Le secret de la vie, rétrocausalité, synchronicité, alchimie, comment boucler le temps pour prolonger notre existence. Bah, aujourd'hui, nous sommes avec Romuald Leterrier que je vais présenter très rapidement. Oui. Donc Romuald, tu es chercheur en ethnobotanique, tu es spécialiste du chamanisme amazonien et tu as écrit donc avec Jocelyn Morisson, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'il a écrit plusieurs articles dans Nexus, de très nombreux articles dans Nexus pendant toutes ces années. Plusieurs ouvrages dont Se souvenir du futur, Se souvenir de l'au-delà et Esprit, matière, tout est relié, je crois, le titre exact. Et tu es également co-concepteur de jeux pour explorer la rétrocausalité, dont tu vas nous parler, et les synchronicités. Il y a un jeu qui s'appelle Synchronicity, et on va parler aussi de l'expérience participative qui s'appelle l'Ange Gardien. On va en parler ensemble en deuxième partie d'émission. Ah là là, est-ce qu'on va pouvoir tout évoquer là, hein? Parce que ça met en bouche. Rétrocausalité, synchronicité, alchimie. Comment boucler le temps pour prolonger notre existence? Ça, c'est le titre du livre. Alors, avant de développer le message principal du livre, j'aimerais qu'on définisse les termes principaux. Parce que c'est vrai que moi, quand Sylvie m'a dit, oh, on a fait un article sur la rétrocausalité, j'étais là, la quoi? Pourquoi? La causalité ancienne, c'est rétro? Qu'est-ce qui se passe? Synchronicité, bon, on a l'habitude d'en parler chez Nexus des synchronicités, mais c'est bien aussi de rappeler ce que c'est. Et l'alchimie, finalement, comment on pourrait définir brièvement l'alchimie? Déjà, ces trois termes, tu pourrais euh, en dire quelques mots? Ouais, alors brièvement, pour définir les mots, c'est vrai que la rétrocausalité, pour faire simple, c'est une influence du futur sur le présent et de facto aussi sur le passé. Donc une influence qui s'exerce depuis le futur vers le passé et le présent. Ça, c'est la rétrocausalité. C'est un terme de physique. On en parlera peut-être un peu plus après, je pense, dans sa définition. Les synchronicités, bah, c'est très connu. Les synchronicités, c'est avec Jung. Voilà, c'est Jung qui, avec Wolfgang Pauli, qui est un physicien, découvre ce concept en fait d'événements qui sont à la fois des événements psychiques, mais qui se reflètent dans la matière, dans le monde réel. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir entre la psyché d'un individu qui se reflète dans le réel, c'est-à-dire que le réel devient en fait le reflet de la psyché. Ce qui aujourd'hui on parle beaucoup de réalité unitaire, qui aurait en fait une sorte d'arrière-monde, de monde qui serait à la fois psychique et matériel. Enfin, si tu veux, si explique les synchronicités. L'alchimie, c'est une quête millénaire alors au départ, c'est plutôt une quête spirituelle, vraiment. Il y a eu ensuite cette espèce
de courant opératif où on essaye dans la matière de transcender les métaux, de les faire devenir, changer le plomb en or par exemple. Il y a eu ensuite une alchimie symbolique, c'est-à-dire qui est reprise aussi par Jung dans ses travaux pour montrer en fait que c'est un processus interne d'initiation psychologique et spirituelle. Pour cet or qu'on cherche, c'est d'abord un or spirituel, c'est le soi, par exemple. Et puis, il y a plein de courants dans l'alchimie. Et ils ne sont pas en opposition, ils sont même, je dirais, en synthèse, que ce soit l'opératif, la spirituelle ou la dimension psychanalytique de l'alchimie. L'alchimie, ça part de l'Égypte antique, ça part également dans les courants de l'alchimie arabe. Les Arabes étaient vraiment des très, très grands alchimistes. Et puis, ça arrive au Moyen-Âge et ça se prolonge surtout aussi à la Renaissance, où ça devient un courant presque philosophique. C'est aussi un courant philosophique, voilà, pour ce qui est de l'alchimie. Alors, par rapport à l'alchimie, dans l'article de Nexus, Jocelyn dit, dans l'alchimie, il y a déjà cette idée que l'esprit et la matière sont deux aspects d'une même réalité, deux manifestations d'une source unique. Ce que tu transformes dans ton esprit se matérialise dans le monde physique. Oui. Oui, ça rejoint complètement le concept de synchronicité. En fait, les anciens disaient pas ce concept de synchronicité. Je te dis, il est inventé par Jung au début du XXe siècle. Les anciens parlaient de faire coïncider le ciel et la terre, et donc de faire coïncider, fusionner l'esprit et la matière. C'était des conjonctions d'opposés, d'opposition, si tu veux, des oppositions qui étaient d'opposition psychique, du domaine de la pensée ou de l'esprit ou de l'intellect, de l'émotion, qui coïncidaient avec des choses dans la matière. Ils avaient déjà perçu que ce phénomène existait, si tu veux. Ce qui est intéressant, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que ce procédé en fait de rétrocausalité, de création de synchronicité, vraisemblablement, il pouvait avoir la fonction, parce que le but de l'alchimie, c'est l'immortalité, c'est de prolonger sa vie, c'est l'élixir de longue vie, voilà, et d'éternelle jeunesse. C'est ça, en fait, la quête de l'alchimie. Et nous, on pense, ça, c'est mes travaux, en fait, que j'ai élaborés sur la rétrocausalité depuis maintenant presque 20 ans, c'est de comprendre, en fait, que de créer régulièrement des synchronicités ou de projeter sa conscience dans l'avenir a un effet protecteur, un effet peut-être même dynamique d'agir sur le vivant, d'agir sur notre biologie, ce que moi j'appelle l'épigénétique du futur, c'est-à-dire qu'il y a des attracteurs dans le futur, ce phénomène de rétrocausalité, qui sont capables de nous guider, de nous faire peut-être éviter des écueils dans la vie pour pouvoir justement avancer dans le temps, en santé, en conscience, en fait, si tu veux. Est-ce que tu aurais un exemple de synchronicité pour qu'on comprenne bien quelle synchronicité toi tu as vécu que tu pourrais nous... Alors, je pense que c'est intéressant pour comprendre à la fois une synchronicité et le mécanisme de la rétrocausalité. Comme ça, on va comprendre les deux, si tu veux. Moi, c'était à peu près, je pense que c'était en 2006-2007. Je commençais à m'intéresser en Amazonie, si tu veux, au pouvoir psy des chamans. Parce que je me suis rendu compte que quand je suis arrivé là-bas, voilà, il y avait vraiment des gens avec qui j'ai travaillé qui avaient des pouvoirs psy, quoi, dans le domaine parapsychologique, de faire des choses que nous, on ne sait pas faire, en fait, ici, si tu veux. Donc, à un moment, on me dit d'aller voir un chaman qui s'appelle Don Ernesto, qui est un chaman péruvien qui vit sur le Rio Caleria. Et donc, je décide effectivement de partir là-bas. Je le rencontre parce que lui, il a cette capacité de créer des rêves prémonitoires. Et je me dis, punaise, comment ça fonctionne? Ça doit être super intéressant. Et donc, il est censé avoir 80 ans déjà, Ernesto, et c'est très étonnant parce qu'il en fait 60. Alors, je me dis, bon, il y a peut-être des problèmes d'état civil en Amazonie, ça c'est un peu courant, mais enfin, qu'il fasse déjà 20 ans de moins que son âge, c'était assez surprenant. Donc, il me dit, OK, je vais t'apprendre à créer des rêves prémonitoires. Tu vas voir, c'est très simple comment ça fonctionne. Quand tu dis créer des rêves prémonitoires, c'est-à-dire avoir des rêves prémonitoires oui. ou recevoir des rêves prémonitoires. Voilà, recevoir, parce que créer, des rêves prémonitoires. Mais tu vas voir qu'on est acteur dans la boucle. Donc, c'est pour ça que je dis aussi créer, c'est-à-dire qu'on peut participer de façon active à ce processus. Donc, il me dit, essaye de prendre une image dans un de tes rêves et à demander à la voir se matérialiser dans la réalité quelque temps après. Donc, de mettre une sorte de timing, si tu veux. Donc, moi, je me souviens, j'avais fait un rêve assez fort où je voyais un jaguar qui posait sa patte sur un tas de pièces d'or, qui me regardait avec des yeux rouges. Et quand je suis ressorti du rêve, j'ai noté cette image. J'ai dit, tiens, cette image, elle est forte, émotionnellement, elle est impactante, je vais la prendre. Donc, je note, je veux voir apparaître ce jaguar sous 3 semaines. Et après, je réfléchis, je me dis, bon, on est dans la jungle, les jaguars, on les voit jamais, donc c'est un peu débile ce que j'ai fait. Mais le hasard, qui fait plus toujours bien les choses, en principe, quand il est conscientisé, a fait que j'ai dû retourner en zone urbaine, dans une ville qui s'appelle Pucallpa, en Amazonie péruvienne.
Et au détour d'une rue, donc 15 jours après ce rêve, je vois apparaître sur une grande affiche publicitaire mon Jaguar. Le même Jaguar avec une patte sur un tas de pièces d'or et des yeux rouges, et c'était marqué au-dessus Banco del Credito del Perú. Donc, c'était une pub pour une banque que j'avais vue 15 jours avant dans mon rêve. Quand j'ai vu cette affiche, j'ai immédiatement repensé au Jaguar de mon rêve que j'avais vu 15 jours avant. Et ce faisant, en fait, c'est ce que m'a expliqué Ernesto, quand tu as vu l'image du Jaguar sur l'affiche publicitaire, tu as repensé à ton rêve et depuis le futur, tu t'es renvoyé l'image du Jaguar quasiment à l'identique dans ton rêve. Donc, tu crées une boucle, si tu veux, entre le futur où tu vois l'affiche et le moment dans le passé où tu reçois le rêve prémonitoire 15 jours avant. Donc, c'est une vraie boucle de rétrocausalité. C'est pour ça qu'on parle de boucle. Et c'est pour ça que Ernesto n'arrêtait pas de me dessiner des ouroboros, ce fameux symbole de l'alchimie du serpent qui s'autogénère ou qui se mord la queue. Voilà. Donc, moi, j'étais fasciné par ça, mais je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais, mais waouh, j'avais créé une synchronicité, en fait. Et en même temps, j'avais informé un rêve prémonitoire. Donc là, il y avait une vraie technologie de l'esprit qu'eux maîtrisaient parfaitement. Hein, et Ernesto maîtrisait ça parfaitement bien. Lui, il avait encodé certaines informations pour recevoir des messages clairs du futur. Et les gens venaient le voir de partout dans l'Amazonie péruvienne pour justement retrouver des personnes, arriver à connaître des choses de l'avenir d'une façon assez précise, si tu veux. Mais alors, de quelle manière le fait de maîtriser cette loi, cette rétro-causalité, lui permettait d'avoir cette apparence si jeune? Alors, au début, il me parlait de rituels qu'il allait faire à l'abri des regards. Il me disait, mais tu sais, il y a des rituels que je dois faire régulièrement, mais je dois pas le faire, je dois pas être observé par les autres. Alors Mm. en Amazonie, il y a un grand paradigme qui fait qu'en fait, on est constitué du regard des autres. Ça s'appelle en anthropologie un terme un peu compliqué, le perspectivisme amazonien. Ce qui fait que si vous êtes perçu par un jaguar, si vous êtes perçu par un toucan, vous n'êtes pas perçu de la même façon et vous changez de monde, en gros. Hein. Donc il y a cette idée, un peu comme si l'observation créait la réalité collective, mais même avec les animaux. Donc Ernesto, il se cachait dans des endroits style un peu comme des grottes pour faire certains rituels qu'il m'avait pas décrits, mais en tout cas, il me disait que c'était pour se régénérer, pour récupérer de l'énergie. Et il disait le serpent Ronin, donc qui est ce fameux dieu amazonien qui se crée lui-même et qui représente d'ailleurs un Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Il disait c'est comme ça que se régénère le dieu, le dieu de la régénération, le dieu de la vie au final, presque le dieu ADN. Il doit le faire caché. Il ne doit pas être vu. Et ça, c'est super intéressant parce que nous, avec Jocelyn, on a trouvé les mythes les plus anciens de l'humanité qui expliquent pourquoi l'être humain est devenu mortel, comment la mort est rentrée en fait dans le monde biologique. Et le mythe le plus ancien qu'on a retrouvé est un mythe Congo, mais on le retrouve sous différentes formes dans le monde entier. Euh, il nous dit ça, ce mythe. Il nous dit au départ, les êtres humains, ils se cachaient dans des endroits pour se régénérer. C'est comme un peu les serpents, ils changeaient de peau, ils se régénéraient et ils ne mouraient jamais. Sauf que la faute originelle est venue qu'à un moment, quelqu'un, un tiers qui n'était pas convié à ça, a regardé la métamorphose qui était censée être à l'abri des regards. Et à ce moment-là, les êtres vivants sont devenus mortels. Alors ce mythe, il est super intéressant parce que vous se dire, oui, mais c'est une belle histoire, c'est un mythe en fait. Mais les mythes, c'est pas que des fables pour essayer d'expliquer les choses du réel. Le mythe, c'est quelque chose pour moi qui vient du plus profond de la psyché, bien avant qu'on ait la conscience réflexive, c'est-à-dire bien avant qu'on ait la notion même de je de l'individu. Je suis, par exemple, le mythe, il est antérieur à ça. Et ce mythe, il est même inscrit pour moi dans la matière biologique et même dans l'évolution. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est que pour moi, Ernesto, je n'avais pas compris ça à l'époque, pratiquer un rituel de régénération qui est lié, si tu veux, au fait de ne pas être observé. Et ça colle complètement avec ces histoires d'observation qu'on voit aujourd'hui dans la physique quantique, où quand on observe, on crée des phénomènes de décohérence qui vont manifester des phénomènes ou inversement ne pas les manifester. Des phénomènes de décohérence, tu peux... La décohérence, c'est ce qui permet c'est très compliqué, là on rentre dans la physique quantique, c'est ce qui permet à la fonction d'onde de s'effondrer, c'est-à-dire de manifester une réalité qui, au départ, n'est qu'en superposition d'états au niveau quantique, c'est-à-dire
uniquement potentielle et virtuelle. La fonction d'onde, une fois qu'elle est observée et qu'il y a ce phénomène de décohérence, l'événement est fixé comme réel, si tu veux. Il devient une réalité. Il passe de virtualité potentielle à réalité incarnée, si tu veux. Ça, c'est les principes de la physique quantique. Mais la physique quantique, elle est réservée à l'univers, on va dire, normalement, subatomique, si tu veux, qui n'est pas dans notre dimension macroscopique. Sauf que il y a une nouvelle discipline qui est arrivée depuis quelques années, qui s'appelle la biologie quantique, où on se rend compte, en fait, si tu veux, que les processus biologiques, même macroscopiques, fonctionnent selon des lois quantiques. C'est le cas de la photosynthèse, par exemple, où, en fait, non seulement la photosynthèse est quantique, les feuilles utilisent la superposition d'états quantiques pour optimiser, si tu veux, la transformation de lumière en sucre, c'est-à-dire en mécanisme de la chlorophylle, si tu veux. Mais c'est aussi rétrocausal, parce qu'on s'est aperçu que les photons, quand ils arrivent sur une feuille, c'est comme s'ils étaient guidés par un attracteur dans le futur qui va optimiser le meilleur chemin pour qu'on ait un rendement énergétique qui soit absolument bien supérieur même à nos meilleurs panneaux solaires. Donc, si tu veux, ce qu'on a découvert plus ou moins dans le bouquin, ce qu'on essaie de mettre en place, parce que c'est très difficile de tout expliquer là comme ça, c'est que la nature a cette capacité d'anticiper l'avenir. Voilà. Et ça, vraisemblablement, il y a des mythes qui nous ont parlé de ça, qui nous ont informé de ça. Il y a des gens dans des traditions autres que l'Occident, des peuples non occidentaux, comme les Indiens d'Amazonie, comme les Aborigènes, comme les Papous de Nouvelle-Guinée, que je connais bien aussi, toute cette zone de la Mélanésie, connaissaient ça, si tu veux, et l'ont mis à profit dans des rituels, l'ont mis à profit même dans des choses aussi simples que des cultures. Il y a par exemple dans le livre l'exemple des ignames géantes du peuple Abelam de Nouvelle-Guinée. Il y a d'ailleurs derrière moi un masque Abelam, de l'igname justement. Ce peuple, dans leur culture, ils ont le plus grand prestige, c'est de faire pousser la plus grande igname. Alors une igname, normalement, ça fait 80 cm pour un poids de 10 kg à peu près. Les Abelam ont une façon de faire pousser ces ignames qui font qu'il y a un maître de l'igname tous les ans qui est désigné lors d'un grand festival. Pendant 9 mois, ils font pousser leurs ignames sous terre, ils ne peuvent pas les voir, ils ne font que les imaginer, ils reçoivent des rêves prémonitoires, comme quoi elle va être de telle taille, de grande taille, mais les Abelam arrivent à sortir des ignames de 4 mètres de long pour un poids de 80 kilos. Et ça, il n'y a pas un seul horticulteur, agronome, ingénieur qui comprend comment c'est possible. Alors quand on demande à eux comment ça se passe, ben, ils disent c'est simple. Quand on plante notre igname, quelques jours après, on invoque le fait de recevoir un rêve qui va être le rêve qui va révéler la vraie taille de l'igname dans le futur. Ils ont ce rêve où ils se voient en fait en train de sortir leur igname 9 mois après qu'ils ont planté leur plan d'igname, et ils se voient en train de gagner le concours avec la plus grosse igname qui a une forme très particulière et tout ci et tout ça. Ce rêve-là, en fait, ils vont l'incuber, ils vont le méditer, ils vont le visualiser pendant 9 mois, ils vont même aller le chanter à côté de la plante au jardin. Et celui qui gagne le concours, quand on sort un moment l'igname, donc 9 mois après son rêve prémonitoire, elle correspond toujours à ce qu'il a vu en rêve. Donc l'idée, c'est que quand on sort l'igname dans le futur, ce rêve, il va avoir non seulement la possibilité d'être renvoyé dans le passé, donc dans le rêve du cultivateur, du maître de l'igname, mais ce rêve, il va aussi avoir une double fonction, c'est qu'il va agir sur un autre être vivant et agir sur sa croissance de façon qui demeure aujourd'hui très, très, très irrationnelle. On ne comprend pas comment ces ignames poussent, donc la meilleure façon qu'on peut comprendre ça, c'est qu'effectivement, eux, ils ont raison quand ils nous disent que c'est leur intention et leur pouvoir de visualisation et de se transmettre des informations du futur vers le passé qui agit sur la croissance de cette igname géante. Alors justement, tu parles de l'intention, parce qu'on en parlait hier avec Sylvie quand on préparait l'interview. Comment savoir si c'est vraiment le futur qui... En fait, est-ce que le futur existe déjà et envoie rétrocausalement des informations, ou est-ce que c'est notre intention qui visualise un futur potentiel C'est ça. et qui envoie, et plus on est nombreux et plus on envoie, notre énergie vers ce futur, mais qui n'existe pas en réalité, mais que nous créons au présent. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est ça en fait. Si tu veux, les futurs désirables, on va les appeler comme ça, que ce soit l'histoire d'avoir une grande igname, que ce soit le désir d'être en bonne santé dans 10 ans, par exemple, on en reparlera peut-être après, un peu plus tard dans l'émission,
Mais en tout cas, chaque futur désirable, il existe sous forme de virtualité, sous forme de potentialité. Même en superposition d'états, on va dire. C'est-à-dire qu'il existe de façon virtuelle. Notre intention dans le présent, quand on veut avoir ce futur-là, quand on fait ça, quand on intentionne le fait qu'on veut voir ce futur se réaliser, eh bien, à ce moment-là, on crée une sorte d'adressage, si tu veux. Cet adressage, il va progressivement densifier ce futur qui n'est que potentiel, va le faire descendre, si tu veux, dans une sorte de matérialité, va le densifier jusqu'à ce que vous, en vous déplaçant dans le temps, vous arriviez à rencontrer ce futur qui devient donc, du coup une vraie réalité. Donc, passer du virtuel au réel par justement notre intention qui crée, si tu veux, une sorte de guidance. Il y a une guidance qui se crée dans le futur, ce que moi j'appelle un attracteur de rétrocausalité. Ça doit fonctionner en biologie. Ça fonctionne, ce que moi je l'ai montré dans mes ateliers de rétrocausalité et tout ça. En fait, si tu veux, quand il est posé dans le futur par notre intention dans le présent, ensuite, le fait de créer des synchronicités, de recevoir des rêves prémonitoires, ça nous guide, ça nous amène jusqu'à cette destination de notre futur souhaité, en fait, si tu veux. Les synchronicités, c'est parfois ce qu'on appelle les signes aussi, non? Oui. Les synchronicités, elles sont intéressantes parce que dans ce qu'on comprend de ce fonctionnement-là, mais ça, Philippe le dit aussi très bien dans ses travaux, c'est que les synchronicités, en fait, elles agissent comme des aiguillages, si tu veux, de lignes temporelles. C'est-à-dire que pour rejoindre ce futur désiré, bah, si on n'a pas d'intention, on va dire qu'on évolue dans un futur on évolue vers un futur qui est complètement aléatoire, qui est, on va dire, conditionné par un hasard qui est un hasard pur. Donc on est à la merci du hasard des autres. Voilà, c'est un peu, on fait un peu la boule de flipper sans s'en rendre compte. Tandis que si vous avez posé une intention dans le futur lointaine et que de surcroît, vous avez cette guidance qui vient par les signes, par les synchronicités, en fait, chaque synchronicité, elle joue un peu comme un, un aiguillage de ligne temporelle. C'est-à-dire que vous switchez de ligne, au lieu de prendre une ligne rouge qui vous empêcherait d'être au rendez-vous, vous prenez une ligne verte qui va être positive et vous amener à avoir des changements psychologiques, à ce que ça aille mieux dans votre vie, jusqu'à arriver à ce futur désirable, si tu veux. Donc si on devait résumer, on formalise une intention, on imagine un futur souhaitable, et ensuite on reste dans l'instant présent, très ouvert, très observateur, très réceptif à ce qui va nous permettre d'aller vers ce point. Ouais, alors Si on devait... c'est ça en fait ce que tu décris. Après les synchronicités, moi c'est ce que j'enseigne. Les synchronicités, ça doit toujours vous surprendre. Donc à un moment, quand vous recevez une synchronicité, ça vous surprend. Si ça vous surprend pas, c'est que vous êtes un petit peu trop attentif. Il faut justement du lâcher prise dans ces expériences parce que sinon, on n'a pas la plasticité qui est nécessaire pour rejoindre, si tu veux, la, la finalité de cet attracteur. Je vais te donner un exemple qui est très intéressant qu'on a donné dans notre livre. C'est un biologiste en fait hollandais qui est un gérotologue aussi, donc qui a travaillé sur les personnes âgées, sur l'espérance de vie, si tu veux. Et il a repris en fait une étude très intéressante qui montrait des courbes, des pics en fait de longévité quasiment anormaux, si tu veux, à l'approche de l'an 2000. En fait, il y a des vieilles personnes qui s'étaient programmées avant l'an 2000, 10, 15, 20 ans après, et s'étaient programmées inconsciemment, même consciemment, en se disant, je veux voir l'an 2000. Mon objectif, ça sera de passer l'an 2000. Donc, ils ont constellé une intention très forte. Ils ont constellé dans le futur un attracteur de rétrocausalité. Et ça s'est vu, ça a été mesuré, si tu veux, dans l'étude. Il y a plein de gens qui vraisemblablement auraient dû mourir avant, qui ont réussi à voir l'an 2000. Après, ce qui s'est passé dans l'étude, ce qu'elle montre, c'est assez dingue, c'est que après avoir passé l'an 2000, il y a plein de gens qui sont subitement, de cette population-là qui avait survécu, qui sont décédés très vite. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas recréé un autre attracteur de rétrocausalité. Et surtout, ils l'ont fait sans être conscients en fait qu'il y avait un mécanisme de rétrocausalité, parce que s'ils avaient recréé des synchronicités ou projeté de nouveau des projets dans le futur, ça aurait certainement joué des rôles d'attracteurs. C'est pour ça que je dis souvent à des personnes d'un âge très avancé, continuez à être actifs, continuez à rêver, continuez à avoir des grands projets, parce que c'est des attracteurs. C'est vraiment des attracteurs qui vont moduler peut-être même votre santé, qui vont avoir une influence épigénétique, agir sur des gènes, en inhiber d'autres. Enfin, c'est assez fascinant parce que c'est tout un champ nouveau
Moi, dans le souvenir du futur, à un moment, je parlais déjà des prémices d'une synchromédecine. Peut-être qu'on est en train de découvrir une certaine forme de prévention, de médecine préventive par justement une anticipation du vivant qui a cette capacité d'anticiper l'avenir, si tu veux. Donc c'est fascinant parce que ça ouvre des champs de recherche qui, pour l'instant encore, pour la plupart, sont théoriques. C'est pour ça que je crée des expériences pour essayer de le prouver, mais c'est absolument extraordinaire les débouchés qu'il peut y avoir derrière tout ça. Alors pour la santé, tu veux dire, tu t'imagines par exemple en très bonne santé, euh, vraiment épanoui sur tous les plans, tu te vois comme ça dans le futur, et pour que dès maintenant, ton corps, ton énergie, tout se dirige vers cet état. Alors l'imaginer, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'avoir juste une intention de s'imaginer être en bonne santé, ça suffit pas. Ça voudrait dire qu'on vit dans un monde complètement magique. Après, là, ça rejoint ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, pour moi, elle fonctionne quand, à son insu, les gens ont utilisé la rétrocausalité, parce que les gens l'utilisent, la rétrocausalité, sans le savoir. Il y a plein de gens qui ont des synchronicités sans les créer, si tu veux, qu'on a déjà toujours eu. Il y a déjà cette guidance, si tu veux. Mais pour moi, les synchronicités, les rêves prémonitoires, tout, même le fait de jouer avec, à tirer des cartes, à utiliser des oracles comme le tarot, comme le Yi Jing des Chinois ou les runes même nordiques, tout ça, ça nous amène quelque part à utiliser des boucles de rétrocausalité. Donc on tricote avec l'espace-temps. On n'est plus sur une ligne qui serait comme ça au hasard et puis qui est au hasard des autres et qui se balade dans tous les sens. À partir du moment où on va utiliser, exercer les outils de rétrocausalité, on tisse. C'est-à-dire que notre ligne de vie, elle devient un beau motif, un peu comme dans une tapisserie ou dans un motif de tissu, si tu veux. Il y a des motifs réguliers qui se mettent en place, de bifurcation, de mouvement, de changement. C'est super intéressant, en fait, si tu veux. Tu veux ajouter quelque chose, Sylvie? Non, pour l'instant, non. Ouais. Parce que je me suis rendu compte, à partir du moment, en tout cas, je vais parler de mon expérience brièvement. Comme tu disais, j'arrivais à vraiment visualiser le futur que je souhaitais, mais vraiment, puis de manière, je méditais tous les jours, fallait que ce futur aussi soit en cohérence avec qui Oui, j'étais et soit accessible. Genre, j'allais pas imaginer devenir la grande star d'Hollywood aux côtés de Leonardo DiCaprio, par exemple. En méditant, tu projetais des choses qui te sont toute la accessibles. vie. Hmm. Et là, mais j'ai vécu des mois mais presque de magie. Tu parlais de magie, c'était incroyable. C'était même, je me disais, c'est pas possible, c'est pas réel. Je suis dans un rêve. Et après, on s'habitue presque à ce que ça arrive. On arrête de méditer progressivement et on croit que c'est acquis. Et puis non, c'est pas acquis. C'est quelque chose qui doit être travaillé. Bien sûr. Hmm. Et quand on ne sait plus ce qu'on veut aussi, c'est ça. Alors, il y a deux cas où j'ai l'impression que là, ça part complètement en cacahuète au quotidien. C'est quand on imagine plusieurs futurs, c'est-à-dire parfois même contradictoires, quand on n'arrive plus à mettre son curseur sur le futur qu'on souhaite, et quand on ne sait plus du tout ce qu'on veut. Et c'est là que on ne sait plus trop quels sont les signes. On peut même avoir des signes contradictoires. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais Ouais. quand on ne Alors, en sait fait, plus quel futur imaginer? alors souvent, ce que je dis en atelier, c'est que quand les gens posent une intention, d'abord, ils font une intention dans le conscient, en état de veille. Voilà. Donc, ils ont tel désir, tel souhait, ils veulent faire ça. OK? Et après, je leur dis, OK, donc là, vous venez de l'exprimer consciemment en état de veille. Maintenant, on va aller interroger votre inconscient. Parce que peut-être que le souhait que vous avez émis, votre inconscient, il n'est pas en phase avec ça. Et donc, si on ne va pas interroger par des outils qui sont des outils de méditation, de guidance, de connexion à l'inconscient, si tu veux, si on n'utilise pas ces outils, on n'est pas capable de se rendre compte, si tu veux, de savoir si notre intention qu'on pose, euh, elle est juste pour nous, ok, on est à conscience vigile, mais est-ce qu'elle est juste pour notre inconscient personnel, pour notre inconscient collectif? C'est pour ça que je dis souvent aux gens aussi, quand ils posent une intention, qu'ils essayent d'avoir une intention qui englobe pas que leur ego, qu'ils aient une intention qui englobe peut-être un beau projet de vie aussi pour les autres, mais aussi pour la nature, pour l'environnement, d'essayer d'englober, je dis presque votre intention, essayer d'englober la biosphère complète avec, parce que là, vous allez avoir une force incroyable qui va s'atteler à votre propre intention, c'est celle d'autres êtres vivants aussi, qui sont là et qui participent aussi d'un désir. Parce que il n'y a pas que l'être humain qui a des désirs. Hein. On voit bien que toutes les créatures vivantes, dans leur fonctionnement, dans la façon dont elles agissent, elles interagissent avec le réel, sont dans une. L'évolution, c'est presque déjà un désir quelque part.
d'aller en avant, de la vie qui essaye de se maintenir toujours en vie. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans le bouquin, c'est que le secret de la vie, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas parlé du titre principal tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire la définition des mots. Le secret de la vie, c'est qu'en fait, euh, vraisemblablement, la vie est, bien sûr, est éternelle. La vie a une dimension qui est qui a pour origine une intemporalité, si tu veux. Mais quand elle se développe ensuite dans l'espace-temps, on voit bien qu'elle chemine et que l'objectif du vivant, c'est peut-être de se rendre aussi immortel. Alors, des biologistes ont dit oui, mais c'est les gènes qui sont immortels, mais pas les espèces ni les individus. Mais plus on évolue en compréhension de ces phénomènes-là, et plus on se dit en fait, vraisemblablement que si. Voilà, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il y a ces phénomènes de EMI où on voit bien que la vie continue dans un autre substratum ou dans une autre dimension. Donc c'est super intéressant parce que tout ça, ça crée une espèce de vision très cohérente, si tu veux. Dans l'article, par rapport à l'immortalité, alors tu dis, on peut imaginer des prolongations de vie de 30 à 40% dans un futur proche, en bonne santé, mais vivre 500 ans ou plus serait bien autre chose. On ne resterait pas identique. Oui, si on pouvait vivre 500 ans, par exemple, tu parles, je pense qu'on vivrait plusieurs transformations du moi dans un même corps, comme des renaissances successives. Mm. Bah oui, parce qu'en fait, nous, dans le bouquin, on a été un peu provocateur. Hein, on est complètement à l'inverse de la démarche du transhumanisme, si tu veux. Dans notre livre, on essaye de montrer qu'au final, peut-être ce que les transhumanistes essayent de créer par le biais des biotechnologies, par le biais des trucs assez horrible comme l'idée de mettre sa conscience sur un réseau informatique, de télécharger la conscience, soit des trucs assez waouh. Nous, c'est pas notre tasse de thé, ni à moi ni à Jocelyn, mais c'est quand même aujourd'hui dans l'air du temps et c'est devenu aussi quelque chose de sociétal. C'est plus un rêve fou. On avait vu l'autre jour, c'était Poutine, je crois, et Xi Jinping qui parlait d'immortalité, qu'on pouvait remplacer les organes, machin, dans une démarche clairement transhumaniste. Aujourd'hui, par exemple, les biotechnologies, c'est Jocelyn qui parle de ça dans le bouquin, il dit on est capable d'allonger la vie de 30% de souris. Donc, ça nous fait vivre des êtres humains en bonne santé jusqu'à 110, 120 ans. Ça, c'est un peu les choses qui se profilent dans la décennie qui arrive. Hein. Ça, c'est pas un fantasme. Après, nous, on s'est posé la question de se dire, comme certains le disent, qui sont des transhumains, oui, mais on va peut-être pouvoir vivre 500 ans, 1000 ans, tout ça, mais dans le même corps, dans la même sphère de réalité, sur cette magnifique planète qu'on est la Terre, qui est la Terre qui est complètement pillée par, par l'avidité de l'homme qui continue à piller ses ressources, à détruire les écosystèmes, les environnements, à massacrer la biodiversité. C'est pas tenable. Donc, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, si l'être humain arrive à prolonger sa vie de 500 ans, pourquoi pas 1000 ans, il ne restera pas ce qu'il est aujourd'hui en tant qu'individualité. C'est-à-dire que possiblement, l'idée, ce serait d'avoir un système de vie qui soit en spirale, peut-être dans le même corps, mais en tout cas, le moi se transformerait. Ce serait presque de vivre un peu comme des réincarnations, le karma, mais à l'intérieur d'un même corps, dans la même psychologie. Mais d'ailleurs, on le fait déjà tous. Le Romuald Le Terrier qui vous parle aujourd'hui, c'est pas le Romuald Le Terrier d'il y a 20 ans. Déjà, c'est pas du tout la même personnalité. Et c'est même plus du tout la même matière organique, puisqu'elle s'est renouvelée, et le Romuald il y a 20 ans, il est complètement disparu. Déjà. Donc, notre identité, quand on l'interroge sur ce qu'on est, et si je remplace ma main par est-ce que ça sera toujours Romuald Le Terrier, machin, enfin, tout ça, c'est super intéressant. C'est un vaste débat qu'on aborde dans le livre. C'est qu'est-ce qu'aussi que l'individualité et que l'individu. Moi, je pense vraiment que cette notion d'immortalité, elle est aussi à la fois fantasmée. La nature sait se rendre immortelle. Il y a des espèces de méduses qui vivent dans la mer des Caraïbes qui ont la capacité de faire un cycle de vie complet, d'être juvénile, de se reproduire, de vieillir et arriver au moment de la mort quasiment, de se reprogrammer, de se régénérer et de revenir à un stade infantile et de reprendre le cycle de la maturité et ensuite du vieillissement et ainsi de suite. Si elles n'ont pas de prédateurs, elles sont immortelles. C'est la même chose que les elfes de Tolkien. C'est vrai, dans Le Seigneur des Anneaux, ces elfes, si les elfes, s'ils sont pas tués physiquement avec un coup d'épée, ils sont immortels. La nature, c'est déjà créé ça. Hein. Il y a des êtres qui existent sur ces planètes qui sont comme ça. Alors, est-ce qu'il faut envier ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le fait
de penser ces concepts-là dans le cadre d'une biologie de la rétrocausalité, ça nous amène à imaginer que l'homme puisse être transtemporel. Et c'est ça qui m'intéressait dans la réalisation de cet ouvrage, en fait. Alors, qu'est-ce que ça donnerait euh, si vraiment il n'y avait que l'accident qui pouvait nous permettre de mourir? Non, mais c'est vrai, ça me Bah, rappelle mais le du coup, film on ferait plus rien, on n'oserait même plus sortir de chez nous. Parce que dans le film Time, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Ouais, c'est Time, génial. je l'ai vu à plusieurs reprises et en fait, c'est ceux qui ont du temps. Ils ont tous à peu près 30 ans, je crois, maximum. C'est ça. Et ceux qui ont du temps, c'est ceux qui sont les plus riches. Et ceux qui n'ont pas de temps, des fois, il leur reste que 2 minutes à vivre. Vite, faut qu'ils travaillent pour avoir du temps, sinon ils meurent. Et il y en a un qui a plus de 100 et quelques années, qui se suicide. Parce qu'il n'a Exact. plus aucun sens. Parce que si on pouvait vivre 500 ans, 1000 ans, euh, effectivement, s'il n'y avait pas ce dont tu parles, les réincarnations dans une même incarnation, ça serait quoi le sens de la vie? Mais bien Quel sûr. sens on pourrait trouver à notre vie? Mais ça, c'était le cœur du bouquin, en fait, parce que quand on s'est lancé dans cette aventure-là, toutes ces questions-là, je les ai posées. Nous, on n'est pas des transhumains qui s'imaginent vouloir vivre très longtemps. On n'aime déjà pas cette idée du contrôle de la vie, si tu veux, hein, de contrôler, d'agir. C'est pour ça que l'épigénétique du futur, elle est intéressante parce que moi, il y a des gens, ils me disent, OK, c'est super intéressant votre travail, mais on a l'impression que c'est au final euh, une prise de contrôle sur le destin, Ouais. sur la vie. Moi, je leur réponds non. C'est pas du tout comme ça que moi je perçois les choses. Ça serait dans une dynamique transhumaniste. OK. Mais nous, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, on est plutôt dans ce qu'on propose sur une mise au diapason en résonance avec une loi du vivant, au final, qui est le secret de la vie, c'est-à-dire que le vivant a cette capacité permanente d'anticiper l'avenir. Tu vois, je vais te donner un truc qui est très simple, hein, c'est très con, mais tu vas me dire, moi j'ai des animaux, j'ai des chats. J'en nourris des chats de dehors. Je les ai vus devenir énormes dès le début du mois d'octobre. J'ai dit à mon fils, on va cailler, on va avoir froid, on va avoir un hiver un peu froid dès Mhm. novembre avec des grosses gelées, et ça n'a pas loupé. Le chat, il a pas mangé en se disant, bon, il va peut-être faire froid cet hiver. Non, il y a plein de signaux comme ça, des signaux qui sont dans l'avenir, en fait, que le vivant est capable d'anticiper. On le voit aussi sur les déplacements des oiseaux migrateurs et tout ça. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et qui sont super intéressantes et qui tendent à aller non seulement vers une biologie quantique, mais aussi de facto sur une biologie rétrocausale avec des attracteurs de finalité dans l'avenir qui créent en fait cette guidance et qui donne ces informations aux vivants. Donc pour moi, ce qu'on essaye de décrire dans le livre, le comment boucler le temps pour prolonger son existence en bonne santé, euh, avec, on va dire, essayer de se donner un peu de bonheur, parce qu'on est quand même dans un monde qui est compliqué, euh, ça passe par un phénomène de résonance avec, pour moi, ce qu'il y a de plus intime dans les êtres vivants, en fait. Voilà. Donc, c'est pas du tout une volonté de contrôle démiurgique, de vouloir encore contrôler ça. Les chamans avec qui j'ai bossé en Amazonie n'arrêtaient pas de me dire arrêtez de vouloir contrôler. Il y a des choses de toute façon que je ne te donnerai pas. Moi, je me rappelle d'un chaman, il n'y avait pas qu'Ernesto. Quand j'ai commencé à travailler sur les protéodies, vous savez, ces musiques Mhm. qui sont des musiques qui sont émises par le vivant et avec lesquelles ces mélodies, on peut aussi agir sur les organismes vivants. Moi, j'ai pensé que dans l'ayahuasca, par exemple, que je connaissais bien, on entendait des chants. J'ai pensé que c'était des protéides de plantes et que du coup, les plantes communiquaient par des chants qui étaient des signatures informationnelles des végétaux avec la conscience des chamans. J'ai émis cette hypothèse-là, ça devait être en 2002. Maintenant, ça prend du sens au regard de ce qu'on appelle la cognition végétale. Mais à l'époque, c'était de la SF quand j'ai commencé à émettre ces hypothèses-là. Et aujourd'hui, ça prend du sens. Quand j'ai voulu aller en Amazonie pour essayer de prouver ça avec un enregistreur, on savait comment transformer les chants Icaros des chamans en protéodie et ensuite pouvoir les comparer si ça correspondait bien à des signatures possiblement thérapeutiques, sonores, des plantes. Les chamans, je les ai jamais vus se transformer de façon aussi radicale à mon égard. C'était des gens avec qui j'avais des liens très forts d'amitié, de rigolade, et là, ils sont devenus mutiques. Ils ne parlaient plus, ils repoussaient les cérémonies où on devait enregistrer les chants, puis à un moment, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, écoute, Romuald, il faut qu'on te parle. On ne peut pas te donner ce savoir-là pour l'instant.
D'ailleurs, je le dis, on en parle dans le secret de la vie dans le livre. Hein. On ne peut pas te donner ce savoir-là parce que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes dans une logique de domination. Il me dit pas toi, Romuald, on le sait, Mm. mais tu vas amener ça en Occident et d'autres vont le reprendre à des fins de contrôle et même de manipulation du son sur les organismes vivants. Donc moi, j'ai compris très bien à ce moment-là, en Amazonie, que c'était quand même quelque chose très intéressant, peut-être très prolifique d'un point de vue médical ou autre, mais aussi une véritable bombe à retardement. Donc j'ai décidé de ne pas enregistrer les chants et de laisser tomber cette aventure. Parce que justement, pour être en accord avec les chamans et leur vision du monde, et puis dans une idée de respect, parce que pour eux, la nature, la biosphère, tout est conscient, tout est interconnecté, tout est vivant et doué d'intelligence et d'intentionnalité. Alors que pour nous, les Occidentaux, la Terre, c'est un réservoir de ressources. Peut-être pas pour nous trois, parce qu'on est des gens qui avons une sensibilité et qui sommes dans des champs d'action différents, mais la plupart des Occidentaux ont une démarche extractiviste. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces savoirs qu'on essaye de développer dans le livre, de les amener pour que justement ils soient compris à leur juste valeur. C'était ça aussi le but de ce projet. Sylvie, est-ce que tu veux qu'on parle des Oui, jeux, synchronicité, bah, de l'ange oui, gardien, tout ça? voilà, donc effectivement, alors à partir de toutes ces connaissances, pour les mettre en pratique, qu'est-ce que tu proposes, Romuald? Il y a des stages, tu organises des stages, des ateliers et tu as créé des jeux. Oui, alors les stages, j'en ai pas fait beaucoup parce que moi, je suis quand même un chercheur. Je suis aussi j'ai un petit côté grizzly. J'aime bien être dans ma grotte, un peu ours des cavernes, dans mes Ardennes profondes, là où je suis. Et je passe beaucoup de temps à bosser. Hein. Je suis un taiseux, j'écris, je bosse, je travaille, j'invente des choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon univers à moi. Euh, j'ai créé en 2013 un protocole de création de synchronicité, si tu veux, qui m'a permis déjà moi d'expérimenter, savoir si en tirant des éléments au hasard, un peu comme m'avait appris Ernesto, est-ce que je pouvais manifester dans le réel, si tu veux, des synchronicités, c'est-à-dire des événements qui soient en miroir des éléments que je tirais au hasard. Alors en 2013, je fais ma première synchronicité. Au début, je découpais des images dans les catalogues, j'ai découpé des animaux et d'un côté des symboles. Et je me souviens, la première fois que j'ai mis ça dans des boîtes, j'ai pris au hasard, j'ai tiré, mes gros doigts ont pris deux animaux. D'abord un rat, j'ai regardé ensuite un hérisson. Et dans l'autre boîte, j'ai sorti le cristal. Bon, ça me gênait qu'il y en ait deux. Alors j'ai noté uniquement le rat et le cristal. J'avais mis un timing de 1 mois. Et en fait, quelques heures après, la synchronicité s'est manifestée. Je suis allé sur mon canapé, j'ai pris la télécommande pour changer la télévision. Elle m'a glissé des mains, elle est retombée sur le coin du canapé. Ça a changé la chaîne. Et je suis atterri sur une chaîne de jeux vidéo. Et là, j'ai vu apparaître tout de suite. La première image que j'ai vue quand l'image est apparue, c'était un rat avec des cristaux de quartz sur le dos, disposés comme les piquants d'un hérisson. Et là, j'ai capté. J'ai fait oh. Là, j'ai vraiment eu un choc émotionnel. J'ai fait oh. J'ai eu un effet de surprise incroyable parce que j'ai compris que c'était la synchronicité que j'avais tirée quelques heures avant. Donc après, ce protocole, je l'ai affiné, je l'ai reproduit. J'ai créé des ateliers pour savoir si j'étais pas tout simplement un dingue et savoir si d'autres personnes étaient capables de faire la même chose et donc de manifester des synchronicités. Et ça s'est effectivement produit. Alors, comment est né le jeu Synchronicity? Il est né justement de ce protocole de création volontaire de synchronicité. C'est Philippe Dewez, qui est un artiste et un concepteur de jeux belge, qui me contacte en me disant voilà, j'aimerais faire un jeu avec votre protocole de synchronicité. Au début, je lui dis niet, hors de question, on est dans un truc scientifique, moi je rigole pas, c'est pas un joujou, mon machin, ça peut prouver des choses incroyables, notre interaction, notre alliance entre notre conscience et le monde extérieur, hors de question de faire un jeu. Et puis quand je dis des conneries et que je me trompe, je me rends compte assez vite. Pendant un jour ou deux, je réfléchis, puis il y a une petite voix intérieure qui me dit mais t'es complètement con, Romuald, d'avoir dit ça à Philippe Dewez que c'était niette, parce que essayer de prouver certaines choses d'un point de vue scientifique, des fois c'est compliqué. On rentre dans des espèces de controverses infinies, d'arguments, de contre-arguments. Mais si tu arrives à faire créer des synchronicités entre des grands-parents et des petits-enfants le dimanche après-midi à l'heure des gaufres, en jouant à Synchronicity, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que tu amènes des outils de conscience
sur un mode ludique, donc de jeu, complètement inoffensif, mais en même temps, tu amènes quand même des outils de conscience, des outils d'éveil par le biais du jeu. Et de surcroît, de facto, tu chantes complètement toutes les controverses scientifiques qui pourraient te dire oui, mais non, c'est pas possible, monsieur, machin, machin. Donc c'était un peu l'idée de, moi j'avais appelé ça de la résistance ludique. Là, c'est un concept qui me plaisait de se dire, mais si par le jeu, on était capable d'amener des puissantes technologies de la conscience à monsieur et madame tout le monde, et de se rendre compte que c'est d'une facilité à mettre en place absolument déconcertante, que ce soit l'intuition, la vision à distance, la création des synchronicités et tout ci et tout ça. C'est pour ça qu'on a créé Synchronicity, qui a fonctionné, hein. Ça a super bien marché. Des gens qui n'y connaissaient rien à la synchronicité ont réussi à en créer, à en observer. Donc forcément, il y a eu un effet un peu de buzz derrière ça. Et voilà. Et moi, je suis très content parce que du coup, ça m'a donné encore une autre échelle, si tu veux, comme quoi la synchronicité fonctionne. Les boucles de rétrocausalité, ben, n'importe qui est capable d'en créer. Et ce retour-là, c'est une valeur extraordinaire pour moi. Et donc, tu as créé un autre jeu ensuite? Alors, il y a un autre jeu qui est sorti pendant que moi j'écrivais Le Secret de la Vie. Ben, Philippe Dewey, sous l'impulsion aussi de Guy Trédaniel, l'éditeur, qui nous a dit que Synchronicity était un carton, que ça avait très très bien marché. Elle nous a dit, est-ce que vous voulez pas faire un deuxième jeu? Et Philippe, par synchronicité, se baladait dans un jardin des plantes. On cherchait l'idée, comment articuler à nouveau la rétrocausalité dans un nouveau jeu. Et il était dans un jardin des plantes en Belgique. Et il a une idée. Il dit, mais et si on crée des synchronicités avec le monde naturel, cette fois-ci, pas forcément avec des symboles, mais des plantes notamment, pour rejoindre un petit peu l'enseignement chamanique, où dans les diètes initiatiques, par exemple, les chamans apprennent leur connaissance de par la nature, si tu veux, de leur contact avec leur relation avec les plantes, avec les animaux, avec l'environnement, si tu veux. Donc, on a créé un super jeu, qui est vraiment visuellement très, très beau. C'est Philippe qui a beaucoup travaillé sur ce jeu-là, hein, Philippe de West. Il y a passé plus d'un an et demi à le réaliser. Alors moi, j'ai supervisé, bien sûr, toutes les dynamiques de rétrocausalité. Et l'idée, là, c'est de se consteller à son moi du futur, c'est-à-dire de sélectionner au hasard un avatar de soi-même dans le futur, et aussi avant d'imaginer qu'est-ce qu'on aimerait dans notre vie, et puis d'essayer de créer un chemin de cartes comme ça et de synchronicité pour essayer de voir émerger ce moi du futur désirable. Voilà. Donc, il aide à déterminer aussi le moi désirable qu'on souhaiterait, ce jeu. Exact. Oui, parce que tu as des phénomènes de... On ne sait plus trop. Mais en fait, si tu veux, l'idée de ce deuxième jeu qui s'appelle Rencontrer votre moi du futur, c'est l'idée au départ par des cartes et donc par des tirages de cartes aléatoires, parce qu'on a besoin pour articuler la rétrocausalité d'avoir le hasard. Parce que j'entends des fois dire le hasard n'existe pas. C'est une métaphore de dire ça. Bien sûr que si, que le hasard existe. Le hasard existe parce que si on n'avait pas de hasard, on ne pourrait pas articuler la rétrocausalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence du futur, elle agit dans le passé sur un système aléatoire. Quand vous allez tirer, je vous donne un autre exemple. Avec le jeu Synchronicity, il y a une dame, et vous allez tout de suite comprendre. Et il y a une dame qui ne croit pas du tout que ça marche. On lui a offert le coffret. Elle s'est dit, c'est des conneries, tout ça. Tiens, je vais tirer 2 cartes, puis je vais mettre un timing de 24 heures pour voir apparaître ça dans la réalité, et on va bien rigoler. Donc, elle tire une carte qui est un hippocampe, le poisson en forme de petit cheval, là, et puis elle tire 2 anneaux en or dans les symboles. Elle marque, je veux voir ça sous 24 heures. 2 secondes après, elle me dit, j'ai complètement oublié, j'y pensais plus du tout. Tellement c'était guignolesque pour moi, elle me dit. Elle m'a dit à ça après, vous allez voir. Le lendemain, bing bing, ça sonne à la porte. Elle a des invités qui viennent déjeuner. Il lui offre un petit truc, une petite babiole en tant qu'invité. Elle ouvre le petit cadeau. C'est un bouchon qui sert à reboucher les bouteilles, vous savez. C'est un bouchon, c'est un hippocampe avec 2 anneaux en or. Et là, elle tombe de sa chaise. Et elle me dit, les invités, ils ont dû me prendre pour une dingue. J'étais comme ça. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Parce que venait de se condenser sous mes yeux un objet qui venait en fait condenser les 2 images aléatoires tirées la veille. Alors elle m'a envoyé un message, on a correspondu ensemble. Elle me dit, mais comment une telle magie est possible? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais quand vous avez vu votre bouchon avec l'hippocampe et puis les 2 anneaux, vous avez repensé à votre tirage de cartes. Ah oui, elle me dit. Puis, ce faisant, vous avez agi sur le système aléatoire des cartes. C'est comme si dans l'invisible, vous aviez utilisé le hasard avec vos 2 petites mains invisibles pour vous donner ces 2 cartes-là qui vous amènent sur une ligne de temporalité où on vous offre cet objet-là. Et donc ensuite, vous bouclez la boucle.
Donc, quand je dis qu'on tricote avec l'espace-temps et les lignes de vie avec la rétrocausalité, c'est pas qu'une image. Là, c'est vraiment une réalité, quoi. Alors, j'avais lu cet exemple dans l'article et je Mm. m'étais posé la question, est-ce que au moment où elle a tiré ces cartes-là, eux avaient déjà prévu de lui offrir ça? Ah ouais, ça, c'est vertigineux. Non, mais ou est-ce qu'elle a tiré parce qu'il y a le pouvoir aussi de la pensée. Est-ce qu'elle avait tiré son jeu de cartes? Eux se demandaient à ce moment-là, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Ouais. Et ils perçoivent les pensées Bien sûr. et C'est que... achètent. On ne sait pas si elle a vu le futur, qu'ils avaient déjà prévu Non, de lui mais offrir. c'est génial. C'est comme le maître de l'igname avec son igname. C'est-à-dire que la boucle de rétrocausalité, elle existe, mais chez le maître de l'igname, elle va faire pousser une grande igname. Et là, ça va encore plus loin. Ça va faire que ça va non seulement agir sur une ligne de temps, ça va connecter en fait une ligne de temporalité où ses amis décident de lui acheter cet objet-là. Ça va même plus loin à se dire, mais pourquoi à un moment un artiste ou un concepteur, un designer a eu l'idée de créer un bouchon en forme d'hippocampe avec deux anneaux dorés. Donc ça va très très loin parce que là on se rend compte des causes et des effets à rebours qui modèlent en fait et viennent rendre réelle cette ligne de vie. Et ça c'est génial parce que tout est fait comme ça dans notre vie. Mais quand on ne le conscientise pas, ben, j'aurais tendance à dire, et là c'est peut-être pour ça qu'on va parler ensuite de l'ange gardien, j'aurais tendance à dire que euh, ça peut être frustrant de ne pas conscientiser le hasard parce qu'après, on est soumis au hasard des autres. Ben voilà, si moi, je n'utilise pas, par exemple, de rétrocausalité, ben, je prends ma bagnole, là, et puis en bas, il y a un mec qui vient d'aller se bourrer la tête toute la journée dans un bar, il me fauche à 180, puis Romuald Le Terrier, il est mort. Ça, c'est le hasard des autres. Voilà. Ah ben, moi, Alors, j'essaie de trouver une harmonie avec le vivant pour peut-être conscientiser plus le hasard et avoir plus de souplesse avec le réel. Voilà. C'est de l'aïkido, mais de l'espace-temps. j'aimerais bien te soumettre une synchronicité, avoir Bien ta sûr. lecture. Voilà, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'avais pris un gîte au pied du pic de Bugarache, Mhm. dans l'Aude. Et j'avais l'intention le lendemain matin de faire l'ascension du pic. Mhm. Avant de m'endormir, j'écoute des vidéos sur YouTube et j'écoute Lulumineuse, par exemple, qui raconte que, elle connaît quelqu'un qui a toujours rêvé de rencontrer le chanteur M, qui s'est battu pour le rencontrer et qui finalement, un jour, quand elle a vraiment renoncé à le rencontrer, l'a rencontré. Ok. J'écoute ça, ça ne m'intéresse absolument pas parce que je ne suis pas fan de M, etc. Le lendemain matin, je prends mon sac, je commence à grimper le pic et je tombe nez à nez avec M en train d'ascensionner le pic de Bugarache avec Burensteinas, son prénom, Patrick. Patrick, avec Patrick Burensteinas, qui était en train de lui faire grimper le pic en lui expliquant tout ce qui se passait au niveau énergétique. Enfin bon, voilà, il lui faisait une visite guidée. Et donc là, synchronicité de ouf, mais, mais à la limite, pourquoi faire? Parce que c'est comme si j'avais vécu le désir de quelqu'un d'autre. Bah, tu es rentré dans sa boucle. Moi, je dis souvent dans mes ateliers, quand les gens font leur tirage aléatoire, il y en a qui regardent ce qu'a eu le voisin. Je leur dis, faites gaffe, vous allez avoir la synchronicité du voisin. Alors, c'est pas grave. Mais après, ils me rappellent, ils me disent, alors, je suis embêté parce que est-ce que c'est bien ma synchronicité? Parce que j'ai regardé sur Sylvie qui était à côté et j'ai vu qu'elle avait tel motif. Et moi, je les ai vus là, dans mon timing, dans la réalité. Ben, je dis, c'est normal. Tout ce qui rentre dans la conscience au moment du tirage peut se consteller. Rappelez-vous l'histoire de mon hérisson, je voulais pas prendre le hérisson. Mm. Sauf que il est comme le rat, il est rentré dans ma conscience avec le cristal en même temps. Et c'est manifesté dans la réalité. Donc, à un moment, euh, je pense que tu as fait le lien. Forcément, quand tu as rencontré M avec Burosteinas sur le Bugarache, tu as dû dire, tu as dû repenser à la veille où tu avais pris connaissance de cette histoire-là. Eh ben, tu es rentré dans la boucle. Voilà, et là, c'est du hasard conscientisé. C'est-à-dire que tu as quand même eu un renvoi d'informations qui t'a peut-être amené à découvrir cette histoire de cette dame dont le rêve était de rencontrer M, si tu veux. Mhm. Après, est-ce que ça a été bénéfique pour toi de vivre ça, de se dire, ah bah tiens, peut-être que juste en formulant le souhait de rencontrer quelqu'un, ah bah, ça arrive. Euh, Oui, il y avait peut-être cet enseignement-là en tiré, bien sûr. et bah, mais ton copain Yann, Kounen, eh ben, c'est un peu comme ça que ça s'est produit. Je me souviens,
j'arrête mes études pour devenir comédienne, chanteuse, enfin bon, me lancer dans le spectacle. Et en même temps, je vis une période de chamanisme. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais j'essayais de voir qui j'aimerais rencontrer. Finalement, il y avait peu de gens dont j'aimais vraiment le travail. Et c'était celui de Yann. Et je dis, ah, j'aimerais bien rencontrer cet homme. Alors, j'envoie ça dans l'univers comme ça, mais j'étais pas encore très au fait de tout ça. Je me retrouve hôtesse. J'habitais à Grenoble ou Lyon, je sais plus. Hôtesse, tu sais, dans les salons où il faut rester debout 12 heures, 16 heures en talons et dans un congrès de médecine avec tous Ouais. les scientifiques. Oui, bonjour, tu remets le badge, tout ça. Ah, je me dis, putain, j'arrête mes études de droit international pour le spectacle et je me retrouve hôtesse. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? À un moment donné, j'avais peu dormi. Je vais derrière une espèce de stand où il y avait personne, où il y avait des cartons comme ça, et je lève les bras. Je vais, mon Dieu, est-ce que tu existes? Si tu existes, est-ce qu'il y a un sens à ma présence ici? Et là, et je te dis, 2, 3 minutes après, il y a la chef hôtesse qui arrive avec ses talons. Et c'est, il y a un problème sur un stand, il y a un problème sur un stand. Il faut absolument remplacer quelqu'un. Qui veut? Alors chez moi, ça va me changer un peu de périmètre. J'y j'y vais. Et je me retrouve à côté d'une nana super sympa qui s'appelle Nathalie. Et Nathalie, c'est l'amie de Yann aussi. C'est Oui, là que je bien sûr, rencontre je la connais Nathalie. bien. Et on se retrouve à discuter avec Nathalie. Je fais, ah ouais, bah, j'ai arrêté mes études mais j'aimerais bien. Et je sais pas pourquoi je lui dis. Parce Hmm. que c'est pas le genre de choses que je dis tout le temps. Et je fais, ah, j'aimerais bien rencontrer Yann Kounen. Elle me regarde, elle fait, Yann Kounen? Mais c'est mon copain, je le connais très bien. Je lui dis, oh non, je suis tombée sur une mytho maintenant. C'est pas vrai, cette journée de merde. Et en fait, elle connaît vraiment Yann. Ah oui, bien sûr. Elle Et le donc, j'ai connaît pu le super bien. rencontrer plus tard. Alors, ça n'a pas abouti à quelque chose ensemble, lui et moi, en tout cas pour l'instant. Mais tu vois, peut-être qu'on fera un entretien à Bon, c'est Paris. sûr, si tu sollicites Yann, c'est évident, c'est clair. Toi, Et lui et nous, quoi. Ça serait sympa. il y avait une belle, il racontait une très très belle synchronicité quand il a découvert le chamanisme en Amazonie à la fin des années 90. Ça l'a tellement bouleversé en fait qu'il est très vite rentré à Paris parce qu'il a eu une espèce de une peur, hein, parce que c'est tellement un univers irrationnel et ça faisait complètement effondrer sa vision du monde, qu'il est rentré très vite à Paris, mais à Paris, il n'était pas bien. Et il se souvient très bien que quand il est rentré, le jour même, il défaisait ses affaires et la télévision était allumée. Et il y avait un dessin animé qui tournait, en fait. Et lui, il défaisait son sac et il a entendu comme ça, tu dois retourner dans la jungle pour finir ton initiation. Mm. Il a refait son sac, il est reparti le jour même. C'était Ah oui, puissant quand même. énorme. Donc, ouais, non, il y a des synchronicités. En fait, ces synchronicités, elles apparaissent aussi à des moments charnières, hein, de nos vies, hein, quand on peut les créer, bien sûr, par la rétrocausalité, mais souvent, elles apparaissent dans les moments de crise, parce qu'on est à des bifurcations de chemin, situés de lignes de vie. Donc, un burn-out, un machin, un truc comme ça, où on n'est pas bien au boulot, il y a plein de synchronicités qui arrivent parce qu'elles t'incitent à prendre une direction, tu vois, à te dire, vas-y, n'hésite pas, fais le saut, vas-y. Alors, on a toujours notre mental qui dit non, mais quand les signes, ils insistent, il y a quand même plein de gens qui ont suivi cette voie de dire je vais écouter mon intuition au final. Parce que dans les synchronicités, dans cette articulation qu'il y a entre l'univers extérieur et puis notre propre pensée en reflet dans les synchronicités, il y a quand même quelque chose d'intelligent derrière ça. Il y a le soi, et donc il y a une vraie guidance qui se met en place et des fois, il faut l'écouter. Voilà, donc c'est important. Ouais, dans l'article, tu appelles ces passages de crise, quoi. Les alchimistes l'appellent la nigredo. Nigredo, ouais, l'œuvre au noir, la période où on a l'impression qu'on est au fond du trou, quoi. C'est La nuit vraiment, c'est la noire de descente aux l'âme. enfers. Mm. Ouais, c'est la Hmm. descente aux enfers. C'est euh, Mm. c'est un moment de dépression quasiment, hein, d'où émerge progressivement une remontée, tu vois, par cette guidance, une Mm. étincelle, une lumière qu'on suit, une petite lumière, et puis pour ressortir du truc et respirer. Le motif archétypal de ça, c'est la descente du Christ aux enfers, la remontée des limbes. Bon, on a plein d'exemples comme ça dans toutes les traditions, hein, de toute façon, des héros civilisateurs qui ont cette fonction de descendre dans l'obscurité la plus totale pour remonter les âmes perdues, les morts, leur remontrer une guidance. Ça même arrivé à Jung dans les 7 serments aux morts où il est chez lui et il sent cette présence de mort, de plein de défunts qui sont dans sa pièce et il ne comprend pas parce que les défunts viennent chercher son enseignement alors que lui il est vivant. Mais bien souvent Jung il a pris cet archétype un peu du grand sage avant du sauveur. Enfin quel archétype on incarne.
j'ai essayé de montrer ça aussi dans un autre livre dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est Assomption, qui est un livre que j'ai fait en hommage à mes parents parce qu'ils se sont manifestés de multiples fois, en fait, après leur décès. Et on voit bien l'importance que dans l'au-delà, vraisemblablement, on a un corps archétypal qu'on intègre. Et c'est souvent lié à quel archétype nous habitait dans notre vie. On a tous un archétype qui nous habite, soit le passeur, soit le héros, soit le guide, soit le messie, soit celui qui soigne, soit le grand mage. Enfin, il y a plein d'archétypes, il y en a plein. Plein d'archétypes féminins aussi. Donc voilà, donc je pense vraiment que il y a ces moments de guidance qu'il faut savoir écouter, vraiment. Eh ben, peut-être que pourrais nous parler d'un autre archétype, l'ange gardien. Oui. Alors l'ange gardien, c'est une métaphore dans le cadre de mon expérience. Ouais. En fait, l'ange gardien, c'est une expérience que que j'ai mis en place, si tu veux, hein, déjà depuis le mois de septembre, pour essayer de prouver certaines choses liées à la rétrocausalité. Alors la rétrocausalité, on sait qu'elle existe. On connaît l'incidence en physique de l'influence du futur sur le passé. On sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Par exemple, l'expérience de la gomme à choix retardé de Wheeler, c'est de la rétrocausalité. Il y a des travaux aussi très intéressants, il y a quelques années, qui ont été menés par René Péoc, qui est un chercheur qui lui a travaillé sur l'influence de choix et d'observation future sur des dispositifs aléatoires. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que lui, il avait créé une expérience, par exemple, assez fascinante, où de façon filmée complètement dans un dispositif où personne ne pouvait regarder, il y avait un petit robot qui se déplaçait, qui avait des déplacements qui étaient générés par un générateur de nombres aléatoires. Donc, il se déplaçait de façon indéterministe au hasard. Les fichiers vidéo, ils ont été filmés et ils ont été scellés. 6 mois après, on a demandé à des gens sélectionnés au hasard, en fait, de regarder. On leur a dit, vous allez regarder les déplacements d'un petit robot. Avant de regarder, faites des choix sur le déplacement, sur la forme des déplacements du robot. Ils ont un peu médité, ils ont fait des choix plutôt vers la droite, plutôt un moment plus vers la gauche, machin. Enfin, ils ont fait des choses comme ça. Et ensuite, si tu veux, ils ont observé les déplacements du robot. Et ben, l'expérience de PEOC a montré qu'à quasiment 90%, ce que les gens avaient visualisé avant d'ouvrir le fichier correspondait au déplacement du robot 6 mois avant dans le passé. Donc, ce que ça montre, ça, c'est ce que moi j'appelle l'intrication causale. C'est-à-dire que les gens, en regardant dans le futur et en ayant fait des choix, ont agi sur les déplacements du robot 6 mois avant. Ce faisant, ils ont créé une intrication entre le moment où le robot s'est déplacé de façon aléatoire et le moment où ils ont regardé 6 mois plus tard. Un phénomène d'intrication. Moi, ça m'a donné l'expérience de Wheeler, des expériences que moi j'avais déjà menées de boucles de rétrocausalité avec les chamans, et ces expériences que j'avais fait dans mes ateliers. Je me suis dit, il faudrait essayer de créer un dispositif donc un dispositif aléatoire qui serait sensible à la rétrocausalité, donc à une influence d'un choix et d'une observation future, pour essayer de montrer quoi? Donc de créer cette intrication causale, et de montrer quelque chose. J'ai eu cette intuition qui est quand même assez dingue, c'est que si à un moment, le système aléatoire est agi dans le passé par vous dans le futur, s'il est agi dans le passé, ça veut dire que vous êtes dans le futur en train de regarder. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que pour moi, entre le moment du passé et le moment du futur, dans cette intrication causale, vous êtes forcément là au rendez-vous dans le futur. Si vous êtes forcément là dans le futur, ce que j'essaye de prouver, je le dis dans cette expérience, c'est d'essayer de prouver que ça vous fait commiter des lignes de temporalité qui sont des lignes de temporalité qui vont vous protéger pour vous amener à être dans le futur. Alors, le dispositif qu'on a créé, nous, c'est un dispositif aléatoire qu'on appelle une capsule à observation, une capsule temporelle à observation différée. C'est donc un système aléatoire qui n'est pas du tout celui que j'ai décrit avant. C'est pas du tout un petit robot qui se déplace. C'est autre chose. C'est quelque chose que j'ai travaillé avec des ingénieurs, que j'ai bossé aussi avec des informaticiens. Je ne parlerai pas du dispositif parce que ça pourrait influencer les personnes qui participent à l'expérience, qui sont déjà nombreuses hein, d'ailleurs. Hein, je tiens d'ailleurs à les remercier de leur confiance. Il y a combien de personnes actuellement? Actuellement, il y a déjà plus de 700 personnes.
D'accord. Voilà. Et je crois que c'est jusqu'à 1000, hein? C'est jusqu'à 1000, ouais. Mm. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de montrer que moi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand les gens s'inscrivent sur ma plateforme, alors, il y a une petite somme voilà, d'inscription pour générer une capsule. Euh, Si tu veux, cette capsule, elle est affiliée à une personne. Il y a un numéro qui est édité et c'est crypté. Il n'y a que vous, dans 2 ans, qui pourrez l'ouvrir et regarder. Mm. L'idée, c'est que quand vous avez votre capsule, comme cette capsule elle est déjà agie au niveau du système aléatoire par vous dans le futur, moi, ce que j'essaie de prouver, c'est que dans 2 ans, quand vous allez observer cette capsule, et entre les 2 ans, vous avez des questionnaires à répondre tous les 6 mois, c'est qu'au bout de 2 ans, en fait, ça montre bien que dans 2 ans, il n'y a rien pu vous arriver. Voilà, c'est une sorte d'assurance vie rétrocausale. Alors, je dis bien, je mets du conditionnel, ce n'est qu'une hypothèse, j'essaye de le prouver, peut-être que ça ne protège pas, mais moi, ce que je pense, c'est que peut-être ça peut éviter de développer certaines pathologies, ça peut peut-être éviter des accidents. Il faut essayer de le prouver, c'est pour ça que j'ai mis en place cette expérience. Je suis pas là pour vendre du rêve, c'est pas une protection magique, c'est pas un talisman. Si vous balancez du haut de la tour Eiffel en ayant une capsule, c'est sûr qu'en bas vous serez mort. Parce qu'à un moment, ce que moi j'essaie de montrer, c'est que si Oui. vous avez une vie normale, si vous changez rien, mais si vous avez cette capsule et que vous répondez au questionnaire et que de, euh, au bout de 2 ans, vous observez le dispositif, eh bien, pour moi, c'est que j'essaie de prouver si on a été protégé ou pas. Et ça, c'est absolument vertigineux parce que si on arrive à prouver que ça marche, ça veut dire on peut avoir une technologie de la conscience qui est en lien avec des processus du vivant, en résonance avec des processus du vivant et qui peuvent nous protéger de certains aléas de la vie dont on se passerait bien quand même des fois. On va pas se mentir, quoi, voilà. Mhm. Alors, est-ce que 700 personnes, c'est suffisant? Et est-ce qu'au niveau des âges, parce que s'il y a plutôt des personnes qui ont entre 30 et 40 ans en très bonne santé, il y a peut-être plus de chances qu'elles le restent dans les 2 ans que des Alors tout ça, personnes. statistiquement, on a tout, hein. On connaît à peu près le genre, on connaît l'âge, on a tout ça. Mais déjà à partir de ça, on sait par rapport à une population classique, normale, on arrive déjà à avoir des statistiques sur 1000 personnes. L'idée, c'est de voir si c'est significatif, même de façon infime. Après, j'ai plein de vidéos qui expliquent très très bien l'expérience sur ma chaîne YouTube. On mettra peut-être les liens à la fin de l'émission. Comme ça, les gens pourront mieux comprendre parce que j'ai vraiment beaucoup bossé pour la rendre pédagogique parce que ça pose plein de questions, évidemment. Est-ce que je dois poser une intention? Qu'est-ce que je dois faire dans 2 ans? Et justement, et ça, j'ai très bien décrit tout ça dans plein de petites vidéos. L'idée, alors 1000 personnes, c'est pas beaucoup, hein, c'est juste, mais on va déjà regarder si on a quelque chose de significatif. Parce que si on n'a rien de significatif, bah, moi je suis pas un charlatan, j'arrêterai l'expérience et j'en tirerai des conclusions. S'il y a déjà quelque chose de significatif, peut-être qu'on réouvrira une nouvelle session et puis d'avoir un peu plus du data un peu plus supplémentaire. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi à mettre ça en place parce que c'est passionnant, vraiment. Et là, on entre vraiment dans une dimension de recherche active. C'est juste génial parce que moi qui suis un chercheur, de pouvoir rentrer dans des protocoles expérimentaux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant en fait. Donc, si on résume l'idée, c'est de se voir vivant, heureux, en bonne santé, nous préserverait, comme tu dis, des aléas nocifs de la vie, si on devait résumer. C'est une expérience Ouais, qui essaie de montrer ça. en utilisant la rétrocausalité, oui. Et là, la rétrocausalité, on l'utilise dans le cas du dispositif Ange Gardien. L'Ange Gardien, c'est une métaphore, hein. J'ai appelé mes capsules temporelles à observation différée, je les ai appelées Ange Gardien, parce que l'idée, ça serait peut-être que ce processus de bouclage de rétrocausalité sur 2 ans, eh ben, au final, il est la possibilité de nous protéger depuis en dehors de l'espace-temps, en fait. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Mm. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'ange gardien de façon symbolique, hein, et métaphorique. Mais l'idée, c'est ça, c'est que l'articulation de la rétrocausalité sur 2 ans permet que vous soyez au rendez-vous. Parce que si le système est agi au moment où la capsule est créée, si le système est agi par vous dans le futur, c'est que vous êtes au rendez-vous. Moi, c'est ce que je veux constater, c'est si cette intrication causale, elle est protectrice. Tu l'as peut-être déjà expliqué, mais mon cerveau n'a pas assimilé. Euh, dans ces capsules, qui décide de ce qu'il y a dans la capsule à la base? J'ai pas compris ça. C'est un système aléatoire, en fait. Donc, en fait, c'est dans le futur, des choix vont être demandés avant l'observation. C'est des choix qui sont justement des choix qui agissent
sur le système aléatoire. Mais je peux pas le dire là parce que sinon ça en dirait trop sur l'expérience et ça pourrait la biaiser. Et c'est que, alors, mais dans la capsule, c'est que des choses positives. Ah ben bien sûr. Dans la capsule, il y a un Dans la dispositif capsule. aléatoire. Il y a rien, dans la capsule, il y a pas d'intention de poser. C'est un dispositif qui est sensible à la rétrocausalité, un peu comme le petit robot qui lui se déplaçait au hasard des nombres aléatoires. Il y a rien, il y a rien de plus dans la capsule. Ce qui est intéressant, c'est comment les gens dans le futur, par la boucle, en fait, si tu veux, sont capables d'influencer le système dans le passé et donc peut-être de créer une protection. J'ai bien dit peut-être, hein, c'est une hypothèse à tester. Hein. C'est Voilà. juste le fait de posséder la capsule. Ouais, oui, oui, ben, de participer à l'expérience. Après, voilà, peut-être que ça marche pas du tout. Hein, là-dessus, moi, je suis cash. Hein, voilà, je cherche à avoir de l'information, de la donnée par rapport à ça et de voir si ces données-là, cette influence, elle est concluante ou pas. Voilà, c'est tout. Bah, tu viendras nous en parler? Avec grand plaisir. Ah bah oui. Donc rendez-vous quand alors? Ça a commencé quand? Bah, écoute, ça a commencé en septembre pour les premiers qui sont rentrés dans l'expérience. Donc les premiers questionnaires vont arriver là pour eux en mars. Et puis, bah, on peut faire à mi-parcours, on aura déjà des données intéressantes. Ça peut-être l'année prochaine, ça serait intéressant de refaire un point, ouais, Mhm. avec Et grand là, donc, plaisir. il reste encore 300 places s'il y a des gens qui veulent s'inscrire ou c'est trop tard là? Non, 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 il reste encore 300 places. Et puis, si vraiment des gens arrivent en plus, bah, je vais ouvrir une autre session parce que l'objectif d'un chercheur, c'est aussi d'avoir de la donnée, quoi. Donc voilà, je pense que c'est possible aussi. Ouais. À voir si on participerait pas chez Nexus, justement. Non, mais justement, de participer à l'expérience. Jessica, qui a fait Oui, l'interview, elle participe, hein, oui, Jessica. Jessica Ben voilà. participe. Ouais, Elle effectivement. participe, Jessica, et elle a dit d'ailleurs qu'elle ferait certainement un article en cours de route de l'expérience pour donner ses Oui. ressentis, ce qui s'est passé. J'ai Ouais. déjà des retours de certaines personnes qui me disent des choses hein, intéressantes, mais j'attends avant de le dire. Voilà. Mhm, mhm. Très bien. Voilà. Ok. Oh là là, c'est passionnant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, Romuald? Ouais, je veux bien dire un mot de la fin. On est dans une période difficile, compliquée depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, vous, chez Nexus, vous l'avez très bien mis en évidence. Euh, mais je pense vraiment qu'il il faut qu'on se mette dans une dynamique d'espoir collectivement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un grand archétype qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean, qui fait que inconsciemment, quand on imagine le futur, quand on désire le futur, on a toujours l'habitude de projeter un futur qui soit dystopique, un futur sombre, dans lequel il faille en baver pour arriver à ce que enfin ça devienne meilleur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'apocalypse, l'effondrement, la catastrophe nucléaire, enfin bref, l'épidémie généralisée, enfin tous ces trucs qui font qu'au final, il faudrait ça pour que le monde aille mieux. Alors les crises poussent l'être humain effectivement à se bouger un peu, à essayer quand on est devant le mur, ben, on est bien obligé de faire quelque chose pour essayer de passer au-dessus. Mais je pense que de projeter dans l'avenir systématiquement une vision dystopique, sombre de l'avenir, ça empêche de faire émerger ce que moi j'appelle un paradigme de l'espérance. C'est on a besoin vraiment aujourd'hui collectivement d'imaginer un futur qui soit basé sur l'espérance, sur la projection de grands projets collectifs, qui soient des projets de justice, des projets de paix, des projets. C'est pas de l'utopie de dire ça, hein, c'est vraiment une ambition morale de dire, mais au final, qu'est-ce que je veux pour les autres, qu'est-ce que je veux pour la terre, parce que si on est dans l'ego spirituel de se dire oh, moi j'ai plein de pratiques, je suis au level machin de yoga, au level machin de chamanisme et tout ça, mais qu'on n'est pas capable d'aider son prochain dans la rue, ou les gens de sa famille qui sont dans la nécessité, ou des proches qu'on connaît, moi la spiritualité, je suis un peu dans l'idée quand même de Jésus qu'il en avait. Quoi. Il faut d'abord s'entraider les uns les autres, essayer d'avoir un monde meilleur, c'est à nous de construire le royaume sur Terre. Quoi. Et je pense vraiment que nos actions projeter, en penser collectivement avec une vraie ambition morale et surtout de l'espoir pour les générations futures. Il faut toujours, les générations futures, on imagine toujours le pire pour eux, mais il Oui, c'est vrai. faut les accompagner avec cet espoir-là. Moi, ça sera le mot de la fin, si vous me permettez. Ça sera vraiment de switcher cet archétype d'obscurité projetée sur l'avenir pour enfin faire émerger quelque chose de, comme disait Philippe, lui il parle de Philippe parle de futur lumineux, et Mm. moi je parle de paradigme de l'espérance. Voilà, c'est la même chose de toute façon. Alors, on a dit que c'était le mot de la fin, mais moi j'ai une autre question qui me vient.
par rapport au collectif. Parce que justement, comment co-créer, co-visualiser ce futur collectif souhaitable avec tout ce que partagent notamment les médias, des médias comme nous aussi, hein, même si on partage du positif, des solutions, on dénonce aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'anxiogènes, de noirceur dans ce monde. Est-ce que ça veut dire euh, mettre le voile, mettre le rideau sur le négatif? C'est quoi? Comment on peut faire pour collectivement bâtir ce futur souhaitable et le voir se matérialiser au quotidien? Je pense qu'on a des leviers, en fait. On voit comment les médias sont capables de performater notre vision du réel. Ah, et c'est McLuhan, il avait beaucoup travaillé sur l'influence des médias, sur même la notion de réalité, mais même, je pense, sur la structure de la réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je peux te donner un exemple comme quoi certains médias, ou certains médias peut-être qui sont à inventer dans le futur, pourraient avoir une action bénéfique. Je te donne un exemple qu'on cite, je crois que c'est pas dans le secret de la vie qu'on le dit, je crois que ça doit être dans ce souvenir du futur. On cite cet exemple-là, je crois que ça doit être en 2018, il y a quelqu'un aux États-Unis qui était dans le coma, et ils allaient le débrancher. Donc la famille est signée et tous les médecins les ont incités, donc il faut le débrancher, ça fait 15 ans qu'il est dans le coma, il ne se réveillera jamais, machin, machin. Au moment où ils ont voulu le débrancher, quelques minutes avant, le gars se réveille. Le truc complètement improbable. Et c'était quelques jours avant Noël. C'est parti en traînée de poudre, son histoire s'est diffusée sur tous les réseaux sociaux du monde entier comme étant le miracle de Noël. Je pense sincèrement que tous les gens qui ont constaté son réveil ont agi sur les conditions de son réveil. A contrario, par rétrocausalité. Je pense que l'événement, ce type s'est réveillé dans le futur, constaté par des milliers de personnes, voire des millions de personnes, a agi sur les conditions biologiques du réveil de la personne. Ça voudrait dire que si on arrivait à créer non pas un Facebook, mais un soulbook, c'est-à-dire que des gens qui seraient peut-être là par affinité d'âme à mettre leur capacité d'observation, d'empathie pour participer à l'émergence de véritables miracles dans la réalité, à réveiller justement peut-être des gens, soigner des gens, même peut-être par l'observation de leur réémission, de leur guérison. Tout ça, ça reste encore peut-être complètement ça pourrait paraître être de la SF ou utopique, mais en tout cas, l'espérance de l'ange gardien, par exemple, elle essaye de montrer les prémices de ces possibilités-là. C'est-à-dire que être observateur en conscience, dans une dimension d'espérance et bienveillante, avec de l'empathie pour son prochain, ça pourrait changer complètement la phase du monde, vraiment. Ah bah oui, parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que je connais une femme merveilleuse qu'on a interviewée d'ailleurs dans un article web, Océane Alessi Ravasini, tu vois, sur sa page Facebook, qui est en fait une page Soulbook chez elle. Euh, Là, c'est la deuxième fois que je la vois faire ça. Elle connaît quelqu'un qui est dans le coma actuellement, qui est dans un hôpital. On en est au jour 12 ou 13, je crois, aujourd'hui. Et elle demande à tout le monde de se connecter à cette personne pour envoyer vraiment des bonnes ondes et pour que ça se passe au mieux pour elle. Et je crois que la première fois, la personne, alors qu'au départ, ça s'annonçait vraiment pas chouette pour elle, elle s'en est sortie. Je redemanderai. Et là, voilà. Donc c'est vrai que au journal de 20 heures, s'il pouvait y avoir une rubrique, on envoie de l'amour, on envoie de la réparation, on envoie de la guérison sur une situation donnée. S'il pouvait y avoir une rubrique où on nous donne à constater plein de trucs bien qui se passent sur cette planète, surtout, parce qu'il se passe aussi plein de belles choses sur cette planète. Et on n'en parle jamais. C'est occulté par notre côté reptilien de vouloir voir des trucs dégueulasses, des trucs moches, des trucs horribles, qui effectivement, il faut en parler, il ne faut pas les mettre sous le paillasson. Mais il faudrait contrebalancer avec plein de choses super qui se passent, parce que je pense que, à contrario, quand on observe depuis le futur ces événements et qu'on en prend connaissance, on agit sur eux. Voilà. À mon avis, la clé, elle est aussi autour de ça. Alors, dans l'article, il y a Jocelyn qui finit sur une belle citation. Il cite le philosophe Michel Bitbol. Il ne faut pas viser un réenchantement du monde, mais un enchantement de notre être au monde. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis complètement en phase avec ça, bien sûr. Bah, évidemment. C'est beau. Bah, évidemment. Ça, c'est qu'est-ce qu'on incarne, qu'est-ce qu'on est capable d'incarner. Et c'est pour ça que je le dis aussi. euh, c'est important d'avoir une spiritualité incarnée dans des actes,
parce que je pense vraiment que euh, qu'il faut avoir une intention, c'est important, mais il faut la mettre dans une action aussi. Je te donne un autre exemple ethnique de pratique de rétrocausalité. Je ne vais pas aller les chercher parce qu'elles sont là-bas sur mon étagère, mais au Cameroun, quand chez les Namji, qui est une tribu, quand un couple se marie, le mari va fabriquer une poupée qui va représenter l'enfant à venir. Et cette poupée, il la donne à sa compagne. Cette poupée qu'on appelle une poupée phallie, euh, sa compagne, elle va s'en occuper comme si c'était un vrai enfant. Elle va le mettre à table, elle va l'emmener au champ, elle va l'attacher. Donc il y a une mise en action, si tu veux, d'une intention future d'avoir cet enfant réel. Et quand le vrai enfant, il y a eu cette gestation, qu'il est venu au monde et qu'il est en bonne santé, à ce moment-là, la compagne abandonne la poupée phallie et elle est placée dans un endroit de la maison. Ça veut dire au final que pour eux, l'importance d'accompagner une intention aussi dans des actes, même dans des simulacres de comme si il y avait déjà un enfant, va possiblement pour eux créer un attracteur dans le futur qui va permettre que l'enfant naisse dans des bonnes conditions, en bonne santé et soit viable. Tu vois. Donc, action et en même temps, intention et action sont liées, à mon avis. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de créer des expériences comme l'Ange Gardien. C'est pour ça qu'on a besoin de créer des nouveaux médias qui permettent justement d'articuler par l'action cette intention d'un futur désirable, collectif, optimal, si tu veux, et harmonieux. Merci Romuald. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous rappelons donc l'article des synchronicités à l'immortalité, comprendre la rétrocausalité pour changer nos vies. Interview de Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson par Jessica Baucher dans notre numéro 162, actuellement en kiosque, janvier-février 2026. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les numéros à venir qui s'annoncent aussi, hein. Tu veux pas nous... Ah, je n'ai pas teasé maintenant, non. Non, même pas un petit article du 163 qui aurait un lien avec celui-là et qui donnerait envie, tu vois, de Alors, il y a faire plein du de beaux bien. articles, mais particulièrement, on a un article sur l'amour divin. Donc, je trouve que ça va bien avec notre conclusion d'aujourd'hui. Mais voilà, l'amour divin. Eh bien, à Génial. bientôt, Romuald. Merci beaucoup. À bientôt. Et peut-être en studio, hein, Avec dans grand nos, bonheur. dans nos studios à Garches. Ça serait bien. Avec bonheur, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, chers À bientôt. auditeurs.